Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. De la justice populaire au Mali, c'est le thème du débat d'aujourd'hui. L'article 320 où la justice sociale devient fréquente dans la société malienne face au vol et braquage à main armée, la population préfère de plus en plus se faire justice elle-même. Le 27 juillet dernier, 2 braqueurs ont été lynchés et brûlés vifs par une foule en colère à Bamako. Est-ce qu'il y a une rupture de confiance entre la population et la justice? Qu'est-ce qui explique ces phénomènes? Est-ce que ce comportement populaire est un délit? Quels sont les risques avec la justice populaire? Pour en parler, nous invitons sur ce plateau Abdouhaman Haïdara, président de Tribune des Jeunes pour le Mali, Triged, Ali Tunkara, sociologue, écrivain, professeur à l'Université de Bamako, Maître Koto Traoré, avocat au barreau du Mali. Je suis Arkia Touré. Mesdames et messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. Le grand dialogue. Chers invités, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, Dr Tunkara, quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire avec les vols et braquages à main armée qui sont de plus en plus récurrents dans notre société? Merci Madame Touré pour la question. Je pense qu'il est important, en parlant de ces vols à main armées, naturellement, un certain nombre d'éléments me paraissent importants à élucider. Parmi ceux-ci, d'emblée, il faut quand même questionner le rôle des 2 acteurs, voire 3, qui sont importants en matière d'incorporation de normes que la société qualifierait cardinales dans toutes les sociétés du monde, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient autres. Parmi ces acteurs, rappelons quand même le rôle important de la famille dans l'incorporation de normes sociétales. Dès la naissance, hommes et femmes, les fondamentaux du vivre ensemble sont légués par la famille. Mais malheureusement, lorsqu'on observe nos différentes familles dans le contexte malien, on se rend compte que beaucoup de familles ont échoué dans cette fonction éducative en ce qui concerne la transmission des valeurs cardinales aux enfants, notamment aux jeunes générations. Deuxième élément qui me paraît aussi important pour comprendre le phénomène ou la récurrence des vols, notamment dans nos villes au Mali, c'est aussi cette absence du référentiel lié à la foi. La foi, j'entends parfois, ça peut être des religions dites traditionnelles ou des religions monothéistes qui sont l'islam et le christianisme dans le contexte malien. Lorsque l'individu n'a pas un référentiel religieux, parce que n'oublions pas quand même que toutes les formes de religiosité ont pour finalité d'aider l'individu à se perfectionner, d'aider l'individu justement à, si vous voulez, à avoir un comportement qui soit soluble aux valeurs qui lui sont attendues. Donc, malheureusement, beaucoup de Maliens aujourd'hui seraient peu enclins, si vous voulez, à accepter les injonctions, effectivement, de la foi à laquelle on fait allusion. Donc, ce qui fait que le champ religieux également peine aujourd'hui, si vous voulez, à incorporer l'homme malien. Dernier acteur qui me paraît aussi important pour parler de cette justice populaire, c'est aussi lorsque la famille échoue dans ses fonctions éducatives, lorsque le fait religieux peine à avoir un ancrage sur l'individu, naturellement, en dernière instance, on a quand même l'État qui est l'élément le plus important. En parlant de l'État, effectivement, on se rend compte que dans nos centres urbains, de plus en plus, beaucoup de communautés, beaucoup de populations n'ont plus foi en l'État. Par le simple fait que les acteurs qui sont en charge de ces questions de justice, notamment les acteurs de proximité qui sont la police, la gendarmerie, dans certains endroits même l'armée ou des agents de eaux et forêts. Ceci, malheureusement, lorsqu'il y a cas de vol, même parfois couronnés par des meurtres, malheureusement, les mêmes voleurs remis à ces forces de proximité, effectivement, sont relâchés les heures, voire les jours qui suivent. Donc tout cela... Nous allons en parler au cours de ces débats pour mieux développer. Monsieur Haïdara, est-ce que vous partagez ce constat? Oui, je partage le constat, surtout plus particulièrement sur le point de l'éducation, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation, en tout cas de la justice populaire, n'est pas une question nouvelle dans notre société. Ça fait maintenant quelques décennies que la société est confrontée
à ce phénomène-là. Donc il y a eu des initiatives de part et d'autre, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, vu la situation, on peut, en tout cas sans nul doute, le dire que ces actions, en tout cas, on se pose la question si ça a réellement porté l'impact souhaité. Donc aujourd'hui, c'est vraiment inquiétant du point de vue de l'éducation, comme il a eu à le dire, mais inquiétant du point de vue, en tout cas, du respect de l'ordre social établi. Donc c'est vraiment une situation qui est préoccupante aujourd'hui, qui interpelle tous les acteurs concernés, je veux dire. D'accord. Maître Traoré, l'éducation à la maison pose en partie problème à ce phénomène. Quel est votre point de vue? Bien évidemment, madame, je suis d'accord avec les premiers intervenants sur cet aspect sociologique d'analyse de ce phénomène-là. Mais au-delà de l'aspect que M. Tunkara et puis M. Haïdara vient d'évoquer, ce phénomène est devenu aujourd'hui, a pris ce qu'on appelle une proportion inquiétante, d'autant plus il met en évidence une question qu'on appelle couramment la crise de gouvernance. Vous savez que l'ordre public est établi, l'ordre public est garanti par un pouvoir. Il faut rappeler que dans un état de droit comme le cas du Mali, nous ne pouvons pas le nier quelles que soient les difficultés, nous avons le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire a la mission principale de maintenir l'ordre public. Et cet ordre public aille de sa mission, et que Tungara l'a rappelé quelque part que c'est une question aujourd'hui de la confiance et de la crédibilité de l'institution en charge de maintenir l'ordre public et de sécuriser de partant, c'est-à-dire ceux qui s'en donnent à cette pratique. Je crois que c'est une pratique qui est condamnable et peut-être éventuellement nous allons y parvenir. Je voudrais tout seulement mettre l'accent sur l'élément institutionnel qui interpelle l'État au premier chef, qui doit être le garant de l'ordre public, et la sécurité doit être assurée de par ces institutions qui sont spécialisées et qui sont prévues à cet effet. Bon, est-ce que d'abord, pour même commencer, est-ce que la justice populaire est légale dans notre pays? Très bien, c'est ce que j'ai dit. La justice populaire, elle n'est pas légale. Et comme nous sommes dans une thématique bien précise, et tous les agissements de nature à troubler l'ordre public d'abord sont constitutifs d'infractions, sont prévus et punis par le Code pénal du Mali. Au-delà de le meurtre, l'assassinat de l'être humain constitue également des infractions. Bref, c'est pour vous dire, l'association des malfaiteurs est une infraction également aux yeux du Code pénal du Mali. C'est pour vous dire que les agissements que nous constatons, qu'on appelle couramment la justice populaire, est un échec. C'est une infraction, il faut le dire. C'est réprimé par le Code pénal du Mali et ce comportement ne doit pas exister et ne doit pas être toléré. Il faut qu'on le dise. D'accord, merci beaucoup, M. Traoré. Et nous allons écouter quelques réactions des habitants de Bamako que nous avons pu recueillir pour vous. Le mieux, c'est de les arrêter et de les donner, n'est-ce pas, aux hommes de droit, à la justice, pour qu'on puisse les enfermer et qu'ils payent leur peine. Mais très souvent, les populations sont déçues. Parce que même souvent, quand ils amènent un voleur, quelques jours après, ils le voient circuler. Je ne suis pas pour le principe. Sinon, on voit que de plus en plus, ça se passe ici chez nous. Surtout les brûlés vifs. Vraiment, ça, quand même, pas pour ça. C'est pas humain. Mais tout ça, parce que les gens sont énervés. Il y a la crise. Le peu que les gens trouvent, si d'autres viennent de voler ça. Donc les gens sont dépassés. C'est pour cela qu'ils font. Sinon, les malins ne font pas ça. Brûler la CPI, il faut les tuer. Est-ce qu'on a donné un droit aux voleurs de tuer les gens? Et les gens n'ont pas le droit de tuer les voleurs. Ça, c'est quel pays, ça? On ne doit pas faire justice pour nous-mêmes. Voir une telle cruauté sur les routes qui seront vues aussi par nos enfants, qui peut les affecter psychologiquement, développer une sorte d'agressivité du jour à venir. Un bonarien qui tue quelqu'un qui existe, donc maintenant, après quelques temps après, on le voit dans la rue, c'est énervant. Voilà, là c'était l'avis des Bamakois sur la question. Monsieur Tunkara, quelqu'un m'a aussi dit hier, la justice populaire se porte bien parce que le système judiciaire se porte mal. Est-ce vrai?
Je pense qu'on a beau accuser effectivement tous les dysfonctionnements que connaît aujourd'hui la justice malienne, il est quand même important de rester prudent. Dans la délivrance de la justice populaire, naturellement, des erreurs fatales sont commises à longueur de la journée. Vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a une notion qui est très chère aux juristes, notamment la présomption d'innocence. Effectivement, on peut coïncider avec la fuite d'un voleur. Par malheur, effectivement, la foule pourrait nous étiqueter d'être le voleur. Donc, il faut qu'on fasse très attention, au-delà de la colère, au-delà de toutes les tares qui traverseraient aujourd'hui la justice malienne. Effectivement, je comprends les attitudes, les réactions, mais on ne peut pas les légitimer. Il est quand même important de rappeler ici qu'effectivement, lorsqu'on parle de ces cas de vol, même de meurtres qui sont parfois observables dans nos centres urbains, naturellement, ça interroge effectivement le rôle et même la place de ces autorités en charge à la fois de sécuriser les personnes, de la même manière également de sécuriser aussi leurs biens. Mais malheureusement, dans le contexte malien, on s'est rendu compte que ces difficultés liées à la mauvaise gouvernance évoquée par Maître, ce sont des difficultés également qui sont aussi observables lors de ces attaques qui aboutissent très souvent à des cas de meurtre. Mais reconnaissons aussi que lorsqu'on n'évoque pas les causes profondes, il ne s'agit pas de les légitimer. Lorsque les causes profondes, effectivement, de ces cas de violence ne sont pas sérieusement mises en évidence, il va de soi que les solutions qui y sont apportées soient également passagères. Donc je pense que les acteurs qui ont succombé à ces raccourcis, à ces facilités dans le contexte malien, sont des acteurs effectivement qui font l'objet d'un certain nombre d'insuffisances. Les insuffisances ont pour nom l'éducation que la famille était censée donner, on l'a évoqué. Les insuffisances ont également pour nom, effectivement, le fait que le référentiel peine à poser son marqueur sur l'individu. Voilà, l'individu malien aujourd'hui, il n'est ni culturel, il n'est ni religieux, il n'est ni institutionnel. Donc, ce qui fait qu'il y a une rupture brutale avec tous ces référentiels qu'on nous a légués par le biais de l'éducation. Et en dernière instance, effectivement, on ne peut pas continuer à évoquer la famille, à évoquer le rôle qu'est censé jouer la religion, sans pour autant quand même mettre un accent particulier sur le rôle important que l'État est censé jouer dans la sécurisation des personnes. Mais malheureusement, le banditisme dans nos centres urbains connaît une expansion exponentielle, laquelle expansion interroge effectivement la question du rapport à l'État. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous écoutez ces différents témoignages éloquents, tous les témoignages sans exception, effectivement, sont revenus sur le caractère inhumain, le fait de brûler, mais dans le même temps, ce sont quand même des témoignages qui ont aussi questionné à combien la déception, si vous voulez, même le désarroi que les communautés ont vis-à-vis de l'État expliquerait le pourquoi aujourd'hui beaucoup se rendent justice. Il est quand même difficilement concevable qu'un meurtre soit perpétré. Le lendemain, l'acteur soupçonné mis à la disposition des autorités compétentes, que les semaines qui ont suivi, le même acteur également continue à circuler tranquillement. Et tout cela, ça interroge à combien effectivement l'État est défaillant. D'accord. Monsieur Haïdara, pour M. Tunkara, malgré tout, on ne peut pas légitimer la justice populaire. Que pensez-vous? Oui, c'est juste, parce qu'on ne peut pas se dire qu'on est dans un état de droit et autoriser ou accepter ou trouver à justifier ce genre d'agissement. Ça va en contradiction directe avec ce principe-là. Mais à mon avis, en écoutant ce micro-trottoir, on a comme l'impression que, ce n'est même pas l'impression, on est sûr qu'il y a une colère profonde venant de ces personnes-là qui s'expriment. Et je pense que, comme ça a été dit tout à l'heure, nous, jusqu'à maintenant, on a comme l'impression qu'on est en train de traiter cette question à la légère. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que, lorsque on est dans un système d'état de droit tel qu'on le dit, et que la protection des personnes et leurs biens incombe en tout cas aux autorités qui ont la charge, ne sont pas du tout en mesure en tout cas de rendre effectif cela, ça cause problème. Voilà. Et aujourd'hui, ça a été dit, on peut expliquer qu'est-ce qui fait
qu'on est face, en tout cas le phénomène prend de l'ampleur, mais ça ne justifie pas, du point de vue de l'organisation de la société, du point de vue du droit, mais au-delà, ce qu'il faudrait mettre en exergue, sur ça je vais terminer, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait plusieurs années. Nous, en 2014, on a mené des campagnes de sensibilisation, d'information à l'endroit des populations, mais aussi à l'endroit des autorités qui ont la charge d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, à savoir la police, la justice. On les mettait autour de la table et dans une même salle pour qu'on discute. Bon, quand on envoie des voleurs, après on les voit, les autorités s'expliquaient, les populations aussi s'expliquaient. Bon, on a compris qu'il y avait un déphasage entre la compréhension de la population et par rapport au fonctionnement de la justice. Quand on attrape un voleur, comment le dossier est traité, comment la loi prévoit des sanctions. On peut être reconnu coupable d'un vol, sanctionné, mais se retrouver en liberté, conformément à la loi, selon la situation. Et ce genre de situation, les populations ne comprennent pas. Et aujourd'hui, surtout quand il y a un meurtre quand même. Quand il y a un meurtre, malheureusement, c'est là où le bas blesse. Parce que quand on appréhende un voleur qui ôte la vie à quelqu'un, et qu'au bout de 3 mois, on voit ce dernier dehors, c'est inexplicable. De l'autre côté aussi, je termine sur ça, cette fois-ci, et c'est que lorsqu'il y a ce genre d'agissement et qu'on a lynché une personne, présumée voleur, ou même si généralement c'est des personnes qui sont prises en flagrant délit, on les lynche, on leur ôte la vie comme ça, après il n'y a rien venant des autorités. Et c'est ce qui n'est pas du tout bon, c'est ce qui est inquiétant, voire à la limite aberrant. Oui, on va en parler aussi. Monsieur Traoré, oui. Le système judiciaire se porte mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le système, on ne peut pas nier l'évidence. Le système judiciaire malien se porte mal. Mais en aucune manière, il ne saurait être l'excuse pour le comportement dont nous sommes en train aujourd'hui d'en parler. Je voudrais dire, avant d'arriver à votre question, que ce comportement légitimé, comme Tungara l'a dit, on a un certain nombre de citoyens chez nous qui ne sont pas aujourd'hui, non seulement du point de vue religieux, cultivés et institutionnalisés, c'est très important. Pour la majeure, la conception ou la compréhension populaire, ils estiment que ce comportement est légitime, mais légalement, il n'est nullement justifié. Je vous dis que l'assassinat en bande, ou l'assassinat en main, le meurtre en bande ou le meurtre à main armée est un crime qui est prévu par le Code pénal du Mali et qui est puni de la peine de mort. Il faut le reconnaître ça. Donc, assassiner quelqu'un, brûler, lyncher quelqu'un, quelles que soient les circonstances, nous revient en tant que citoyens d'abord, avant d'être aujourd'hui acteurs de la justice aujourd'hui, de pouvoir agir pour au moins empêcher ce comportement, sinon ça risque d'ébranler totalement ce qu'on appelle le fondement essentiel de l'État du Mali, qui est l'ordre public. Et je vais revenir en ce qui concerne la question, le vol en main armée, l'association de malfaiteurs, ou bien le cas de flagrant délit. Les procédures sont légalement instituées. Et vous savez, dans chaque commune, je prends un exemple de Bamako, dans chaque commune, il y a ce qu'on appelle le procureur de la République. Le procureur de la République qui est aujourd'hui quand même garant de l'ordre public. Maintenant, quelle que soit l'infraction, même si c'est un cas de flagrant délit, soit nous avons une unité composée d'officiers de police judiciaire qui doivent être immédiatement alertés et à leur tour vont informer le procureur pour prendre les dispositions et les pouvoirs spéciaux qui sont mis à leur disposition pour rapidement, c'est-à-dire appréhender les présumés. Il faut quand même respecter la présomption d'innocence et qu'ils fassent en sorte que, c'est-à-dire les personnes qui en font aujourd'hui l'objet puissent subir les procédures régulières. Maintenant, la mise en œuvre de la procédure par les acteurs, à ce moment, il peut y avoir des défaillances. C'est ces défaillances aujourd'hui qui affectent la justice malienne. Et là, il y a plusieurs causes, il faut le rappeler. Le social a un pesanteur énorme sur le fonctionnement régulier de la justice malienne. Et l'argent est un autre pesanteur, il faut le rappeler. Et surtout le social, l'argent
et le religieux, je le dis ainsi, sont de nature à empêcher la justice, à faire convenablement ce qu'on appelle la mission qui lui est confiée par la Constitution, qui est quand même un acte fondateur de notre État de droit, qui assujettit un magistrat à accomplir cette mission, et ce, dans l'intérêt d'abord de l'État. Parce que la sécurité, elle n'est pas seulement que physique, elle est aussi juridique et judiciaire. Surtout, c'est un aspect important, puisque la justice, c'est le dernier recours. Oui. Quoi qu'il en soit, la justice, elle est là. Elle doit être le rempart, puisque de par sa nature, elle est le dernier recours. C'est pour tout simplement vous dire que il y a des procédures légales instituées pour les cas de crimes, pour les cas également des assassinats, parce que quand on rentre dans le meurtre, il y a des circonstances qui le transforment, c'est-à-dire en meurtre, en assassinat et autres. Donc, en toutes ces formes, il faut rappeler que la loi a réprimé, a durement réprimé. Je reviens sur ce que je l'ai dit, la mise en œuvre de cette procédure, c'est à ce niveau qu'il y a des défaillances. Et ces défaillances-là s'expliquent aujourd'hui par des causes que je viens de rappeler. Il y a le social, il y a l'argent et il y a également ce qu'on appelle la compétence et l'intégrité morale des gens qui ont en charge de la justice. Il faut avoir le courage de le dire. Voilà, vous avez parlé des défaillances et autres problèmes. Mais est-ce que vous ne pensez pas, tant qu'on ne renforce pas le système judiciaire, on pourra empêcher la justice populaire? Très bien. Madame, j'ai l'habitude de dire sur beaucoup de plateaux que seule une justice assainie et crédible, transparente, peut assurer à l'État son existence institutionnelle. Je dis bien, même assurer à l'État dans sa mission d'assurer, ou bien au moins d'assurer à tous les citoyens le bien-être. Puisque la justice, je dis que nos hommes politiques, souvent, il y a certains aspects même que j'ai occultés. C'est-à-dire le politique aussi a pris le dessus également dans le fonctionnement de la justice. Parce que la justice est devenue souvent le bras armé, c'est-à-dire des hommes politiques, il faut le dire, pour au moins faire des règlements politiques. Alors que sa mission va au-delà de ça. Il faut impérativement que nous ayons une justice crédible et transparente. Et il faut, ce qui la compose, soit d'abord des personnes avérées en termes de compétences, en termes d'intégrité, c'est-à-dire morale, c'est très important, et que l'État prenne un certain nombre de barrières pour empêcher ce qu'on appelle l'influence du facteur social, de l'argent et du politique sur son fonctionnement régulier, puisqu'il est garant de tout le monde. Merci, M. Traoré. M. Tounkara, pourquoi cette forme de justice sociale est-elle acceptée par une partie de la population, comme nous venons de l'entendre? Alors naturellement, la crise de confiance entre les acteurs, elle est sans équivoque. Le fait que le citoyen lambda n'a plus foi en l'État, n'a plus confiance en l'État, notamment à travers son appareil judiciaire, ce qui est difficilement contestable dans le contexte malien. Mais il est quand même important de revenir sur un certain nombre d'éléments évoqués par M. Traoré, qui sont le culturel, le religieux, l'institutionnel et même le politique dans la distribution de la justice dans le contexte malien. Effectivement, très souvent, lorsqu'un voleur est arrêté, mis à la disposition des autorités en charge de la régulation sociale, ce sont parfois des coups de fil qui sont donnés au nom du social, des coups de fil qui sont donnés au nom du religieux, même au nom du politique. Comment vous pouvez comprendre dans quelle ère culturelle au Mali un voleur est à protéger? Dans quelle religion, qu'on soit musulman, athée, agnostique, de religion traditionnelle, dans quelle forme de croyance il y a question de protéger un voleur? Dans quelle forme justement de politique où il y a question effectivement de protéger un voleur? Donc pour vous dire que sommes-nous dans, si vous voulez, dans des configurations qui ne correspondent même pas à l'esprit du référentiel. Vous ne pouvez pas défendre un meurtre au nom du religieux. Vous ne pouvez pas défendre un meurtre au nom du social, au nom du culturel, voire au nom du politique. Donc je pense qu'il y a une utilisation biaisée de nos différents référentiels qui fait qu'aujourd'hui, cette utilisation biaisée, effectivement,
beaucoup de communautés, notamment celles qui sont victimes de ces différentes formes d'attaques de la part de bandits armés, ne font plus confiance en l'État central. Donc je pense qu'il est extrêmement important qu'en dernière instance, l'État soit capable de gommer toutes les singularités. Quelle que soit notre foi, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre position politique, quelle que soit notre estime culturelle, il est de la responsabilité de l'État que tous les citoyens se sentent traités de manière équitable et égalitaire devant les juridictions. Mais malheureusement, on oublie très souvent de le rappeler, l'insécurité aujourd'hui dans les régions du nord du Mali, ainsi que celle du centre du Mali, si vous avez un point commun entre tous les facteurs, c'est cette question d'une distribution en géométrie variable de la justice. Donc il est extrêmement important que ces inégalités qui ne sont même plus dans le domaine du sentiment, M. Haïdara l'a bien évoqué, ce sont des évidences dans le contexte. Donc, or, quand les communautés ont la ferme conviction que les inégalités sont tolérées ou sont même orchestrées par ceux-là qui sont censés justement le dépasser. Malheureusement, ça fait qu'on succombe à ce genre de justice qualifiée de populaire. Donc je pense que la notion de popularité déjà d'un phénomène témoigne effectivement la paralysie de l'institutionnel. Lorsque l'institutionnel est fort, naturellement le populaire, justement, il est absent. Quand vous regardez dans tous les pays où l'économie est florissante, où la justice elle arrive en tout cas à drainer un nombre important d'acteurs, vous allez vous rendre compte que l'institutionnel a eu une prééminence sur l'ensemble. Mais malheureusement, dans le contexte malien, le populaire pèse sur l'institutionnel. Donc il faut arrêter d'instrumentaliser la justice au nom de l'argent, au nom du social, au nom du culturel, au nom même du religieux. Donc je pense qu'une fois que cela est fait, naturellement, on peut assister à la fin de cette justice populaire qui est distribuée par les communautés elles-mêmes. Monsieur Haïdara, certains pensent que c'est normal, la justice populaire. Qu'en pensez-vous? Bon, normal ou pas, je pense que la grande question qu'on doit se poser, est-ce que ce genre d'acte est toléré ou en tout cas légitimé ou légiférer dans notre société. On sait quand même que, je viens de le dire tout à l'heure, dans un état de droit, ce genre de règlement de compte, entre guillemets, est inadmissible. Ça ne peut pas être toléré par voie de conséquence. Maintenant, de l'autre côté, on parle de légitimité. Même la question de la légitimité du point de vue du droit par rapport à ce genre d'agissement, ça se discute. Parce que la question est que la sacralité de la vie humaine, mais de par, en tout cas, les textes qui régissent un certain nombre d'actes dans la société font que c'est inadmissible et c'est inconcevable qu'on puisse se rendre compte comme ça. Mais là où moi j'aimerais peut-être abonder, c'est la question de sécurité. Tout à l'heure, on parlait un peu de la responsabilité des autorités. Et je pense que sur la question, on doit être plus pointu parce que et en l'expliquant comme ça, on risque en tout cas de donner une physionomie assez généralisée de la chose. Parce que la question de la sécurité aujourd'hui dans les milieux urbains incombe en tout cas aux forces de l'ordre, en tout cas qui ont la compétence ou les responsabilités d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une véritable rupture entre la population et ces autorités-là. Pourquoi? Vous avez posé la question parce que le système de sécurité ne répond pas aux besoins de sécurisation des populations. Aujourd'hui, les populations ont senti que les autorités ne peuvent pas assurer leur protection. Et également, il va falloir qu'il y ait une réponse. Et c'est dans la nature humaine. Lorsqu'on se sent menacé et qu'on sent qu'il n'y a pas, en tout cas, un système, un mécanisme qui est là autour de nous pour assurer notre protection, il va de soi qu'on réagit. Certainement, c'est de là où peut-être on parle de légitimité, mais ça ne légitime en rien du fait qu'on attrape une personne, on ne sait même pas du point de vue du droit si la personne est réellement responsable ou pas. Parce qu'on a vu des accidents comme ça, dans ces situations-là. On a brûlé des gens alors qu'ils n'étaient en rien responsables de quoi que ce soit. Et c'est ce genre d'incident qu'il faut vraiment éviter, prévenir à l'avenir. Il y en a aussi qui en profitent même pour régler des comptes. Qui en profitent pour régler des comptes. Donc il faudrait que le système de gestion de la sécurité des personnes et de leurs biens soit vraiment en harmonie avec le besoin des populations. Sur la question, il faut vraiment travailler sur plusieurs plans. Je voudrais terminer, si vous permettez. Le docteur a parlé de la crise de confiance.
Moi, j'ajouterais également de la crise de défiance. Parce que ce qui s'est passé tout récemment, et nos informations nous ont rapporté que, les services de la protection civile avaient appréhendé, je ne sais pas, un présumé voleur. Les populations sont parties retirer cette personne entre les mains de ces autorités-là pour régler son compte. Là, c'est une défiance totale face aux autorités. Et là, on est dans une cacophonie. D'accord, merci M. Haïdara. M. Traoré, on a parlé de la protection des personnes et de leurs biens. Est-ce que vous pensez que l'État a les moyens de protéger aujourd'hui la population malienne? Bien évidemment, madame. Je voudrais d'abord peut-être apporter une précision sur 2 points qu'Haïdara a soulevé. Et vous savez, la légitimer, j'ai dit peut-être du point de vue de la population possible. Mais du point de vue du droit, j'ai été formel là-dessus. J'ai dit que c'est des comportements qui sont des faits infractionnels et réprimés par le Code pénal du Mali dans toutes ses formes. Et je rappelle pour lui dire que, pas généraliser, la force publique dont il parle est composée de quoi? Je voudrais dire, en matière de judiciaire, la force publique, c'est des officiers et des agents de police judiciaire au-delà de police nationale. Et cette force publique est mise également sous l'autorité du procureur de la République. Et pour quelle mission? Uniquement pour réprimer, appréhender et soumettre, c'est-à-dire ceux qui se rendraient coupables de ce genre de comportement. Donc, en aucune manière, c'est l'État. La force publique est une composante également d'une institution de l'État. Donc, sa mission, c'est quand même d'éviter, de prévenir ce genre de comportement. Maintenant, mais est-ce que ce n'est pas une représentation de l'État? C'est une représentation de l'État, c'est ce que je voudrais dire. Parce que la force publique, elle est composée unique, dans notre jargon, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, au-delà de la police et de la gendarmerie, sont quand même mises à la disposition du procureur, qui est censé être le garant de l'ordre public de par sa mission, et qui est censé de veiller à toutes les infractions constatées à la loi. Donc voilà un peu, madame, c'est-à-dire l'organisation légale et institutionnelle pour prévenir ce genre de comportement. Maintenant, pour répondre à votre question, Haïdara a rappelé un aspect qui est très important. La Constitution, dans son article D, a sacralisé la vie humaine. La vie humaine. Et la loi, pour pouvoir l'ôter, il faut quand même passer par des procédures qui sont instituées à cet effet. Dire aujourd'hui que l'État n'a pas les moyens de sécuriser sa population, je ne pense pas, je ne partage pas cette idée. Moi, à mon niveau, il y a seulement des problèmes qui doivent être réglés et qui doivent être mis à côté pour que l'État ait les moyens. Comment on pourrait régler ces problèmes? Très bien. Maintenant, pour régler ce problème, c'est-à-dire prenons le domaine de la justice. J'ai rappelé que la justice, d'abord, est composée par des hommes et des femmes. C'est-à-dire, ces hommes et des femmes, je le dis, au moment de leur recrutement, l'État doit quand même, il est de l'obligation de l'État de veiller sur la compétence, ça fait mal peut-être, et de veiller sur l'intégrité morale de la personne. Avant, Madame, c'est d'abord un aspect. Deuxième aspect, c'est quoi? C'est de pouvoir faire en sorte que, c'est-à-dire force reste à la loi pour tout cas de trafic d'influence, venant peut-être d'un religieux ou bien d'un particulier, ou également de l'influence de l'argent qui rentre dans le champ de la corruption de la justice. Voilà aussi des facteurs, madame, si nous parvenons à corriger, nous pouvons avoir. C'est possible de corriger? C'est possible de corriger. Okay. Et rien n'est au-delà de la portée humaine, c'est une question de volonté. Souvent, on dit de volonté politique, c'est une question de volonté, bref. C'est-à-dire, volonté politique, c'est une composante. Il y a une volonté religieuse, il y a une volonté populaire. Il faut que nous soyons tous unanimes que il est impératif aujourd'hui que nous ayons un système judiciaire crédible et transparent. Et c'est là dans l'intérêt de tout le monde, pour nous mettre à l'abri des cas dont nous venons aujourd'hui d'en parler,
sur votre plateau. Madame, il est possible, je le dis et je maintiens, il est possible de régler ces problèmes-là. Ce n'est pas au-delà de notre portée. Ça, c'est mon avis. Justement, est-ce que les cas de violence ont déjà été sanctionnés au Mali? Est-ce qu'on a des exemples ici? Bon, on a des exemples ici de cas de... Maintenant, ce qui est regrettable, Aïdara l'a rappelé, qui est très important. Tout récemment, le lynchage qui a eu lieu, on aurait dû quand même ouvrir une enquête, situer les responsabilités. Ça permettra au moins de dissuader les potentiels auteurs qui comptent s'adonner à la même pratique. Maintenant, je le dis, madame, je reviens là-dessus. Quand quelqu'un se rend coupable d'un braquage, de vol armé ou bien de meurtre, la loi a prévu des peines criminelles qui va de la peine de mort, la réclusion à perpétuité, autrement dit, prison à vie, ou bien de 5 à 20 ans. D'accord. Maintenant, la dose de la peine qui est au moins infligée à l'auteur, il faut le reconnaître que la dose, elle est totalement dérisoire. Puisque à la cour d'assises, là où on les appelle dans le jargon populaire, les grands criminels, ceux qui se sont rendus coupables des crimes, sont jugés. Vous allez voir la dose de peine, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et la plupart des cas, c'est des récidivistes, madame. La récidive, dans toutes les circonstances, est une condition aggravante de la peine. Donc, en infligeant la peine, nous devons avoir le courage d'oser la peine maximale infligée à l'auteur de braquage, de meurtre ou d'assassinat pour au moins dissuader. Quand on tue, on assassine et qu'une année, 2 ans de prison, madame le président, on se retrouve dans la rue et vous voyez ce que ça peut donner comme une leçon dans une société où nous sommes. C'est-à-dire à ce niveau, il faut que vraiment la rigueur soit de mise et que le juge puisse aujourd'hui, dans la fixation de peine, donner une peine vraiment raisonnable pour des cas de crimes graves et avérés. Parce que les peines sont prévues par nos textes. Ce n'est pas de l'insuffisance du texte. Michel, vous voulez réagir? Oui, rapidement. Oui, et moi je suis partiellement d'accord avec ce que Maître a soulevé tout à l'heure, parce que avant que même les autorités judiciaires ne prennent en tout cas toutes les mesures qu'il faut d'abord se plancher sur la question de la prévention. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce dont les populations ont besoin, ce n'est pas de se retrouver dans une situation où la loi peut faire son travail, où les autorités judiciaires peuvent faire leur travail. Mais il faudrait un système de sécurité ou de sécurisation qui puisse prévenir le banditisme et la criminalité. C'est ce qui va réellement protéger les populations, mais surtout rassurer les populations. Parce qu'à partir de cet instant, on peut vraiment être rassuré que la criminalité, ça va diminuer. Raison pour laquelle tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas un système, en tout cas, de sécurité qui répond aux besoins des populations. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, dans un premier temps, besoin à ce qu'un voleur vienne, en tout cas, nous spolier de nos biens, mais on a besoin, c'est-à-dire de ces autorités-là, de la police, de la gendarmerie. Il faudrait qu'on les nomme ici pour qu'ils puissent avoir un système de travail qui puisse réellement répondre aux besoins de sécurité des populations. Tant qu'il n'y a pas cette situation-là, ça sera toujours un éternel recommencement. Et comme vous l'avez dit, Maître, on risque de ne pas, en tout cas, avoir toutes les pièces du puzzle par rapport aux solutions que vous avez évoquées. Monsieur Tunkara, les vols et braquages sont en partie à l'origine de cette justice populaire. Est-ce qu'il y a une explication sociologique au vol et au braquage? Non, les raisons du point de vue sociologique sont quand même aussi plurielles. Mais il est quand même important de rappeler que c'est vrai que la police, la gendarmerie sont les premières autorités de proximité en parlant des populations. Mais vous n'êtes pas sans savoir quand même que certains commissariats, certains postes de la gendarmerie ne sont dotés à peine qu'une somme de 25 000 francs de carburant mensuel pour assurer toute la patrouille. Donc je pense que ce n'est pas pour les dédouaner ici, mais là ça arrive très fréquemment quand on échange avec ces officiers de la police et de la gendarmerie.
ils ont des difficultés très évidentes afin de se mouvoir pour apporter des satisfactions aux différentes doléances formulées par les populations. Mais effectivement, du point de vue sociologique, lorsqu'on parle les manifestations de ces phénomènes, naturellement, ça interroge à ce que je disais à l'entame de mon propos, le rôle de la famille. Il est quand même important. Si vous regardez aujourd'hui dans nos différents quartiers, comment allez-vous comprendre des jeunes gens qui n'ont même pas 15 ans, qui sont dans la rue à des heures indues, à 2 heures du matin, à 3 heures du matin. Je ne pense pas que cela soit... Les adolescents. Les adolescents, cela soit la responsabilité du président de la République. Comment allez-vous comprendre des jeunes gens, effectivement, qui crient dans la rue à des heures aussi très tardives dans la nuit? Je ne pense pas que cela soit la responsabilité du gouvernement. Donc je pense qu'il est extrêmement important que les familles acceptent déjà, dans un premier temps, de jeter les bases fondamentales du vivre ensemble. Malheureusement, il y a ce problème qui est là. On oublie très souvent aussi quand même de rappeler l'importance qu'a l'école également dans la réduction du phénomène de la délinquance, notamment urbaine. Quand vous prenez les différents curricula, les différents programmes dans le contexte malien, vous allez vous rendre compte que rares de nos programmes qui sont ouverts à ces questions liées au banditisme, à ces questions liées à la délinquance. Il est de la responsabilité également des acteurs de l'éducation de faire en sorte que les enfants dès le primaire puissent avoir effectivement une vie d'ensemble sur ces problématiques aussi sociétales. Malheureusement, si vous regardez un peu dans les banlieues, dans les sociétés occidentales, vous allez vous rendre compte qu'il y a des programmes, il y a des projets qui sont conçus dans ce sens, lesquels projets permettent effectivement aux différentes sociétés de prémunir. Mais malheureusement, dans le contexte malien, c'est lorsque le phénomène est opéré qu'on cherche justement à l'éradiquer. Donc les dispositifs de prévention sont tout à fait rares, même s'ils existent, malheureusement, ils ne sont pas connus du public. Donc, il y a de la responsabilité des acteurs de l'éducation, la famille, l'école, en dernière instance, l'État quand même. On a beau philosopher. Ouais. L'État, il est l'acteur. Et moi, je voudrais rapidement vous demander, est-ce que ce n'est pas l'occasion de parler du port d'armes? Faut-il permettre à chacun de s'armer face à cette situation? Je pense que envisager l'hypothèse du port d'armes, c'est vraiment de méconnaître la nature du phénomène. D'ailleurs, déjà, si vous regardez les différentes localités en proie à l'insécurité, les régions dites centre du Mali, les régions dites nord du Mali, l'État, toutes les peines du monde déjà, désarmer les différentes milices ou les différentes communautés qui ont jugé nécessaire de se prendre en charge en termes de sécurité. Donc l'hypothèse que les gens aillent vers le port d'armes, c'est vraiment d'aggraver davantage l'insécurité. Un État qui peine déjà à asseoir son autorité sur des partis qui ne sont pas forcément sous contrôle des groupes radicaux violents. Si les individus dans ces différentes parties sont aussi munis d'une arme, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, le Mali va même assister à ses propres funérailles du point de vue sécuritaire. Donc il faut carrément éviter l'hypothèse. Merci M. Tunga. M. Haïdara, rapidement, on va parler des solutions. Selon vous, quelle pourrait être la solution pour empêcher la justice sociale? Alors, dans un premier temps, la solution, c'est à plusieurs niveaux et ça concerne toutes les parties prenantes, à savoir les autorités, les populations, mais aussi la société civile. Et au niveau de l'État, ça a été dit de part et d'autre, il faudrait que réellement on puisse avoir un système de prévention, de poursuite et de sanctions véritables par rapport à tout abus et de ce genre. Et au niveau de la population, le docteur l'a dit, il faudrait vraiment qu'on mette beaucoup plus l'accent sur le système éducatif, c'est-à-dire inculquer des valeurs intrinsèques de vivre ensemble aux jeunes gens. Parce qu'on voit que la plupart des jeunes qui font ce genre de choses, d'opérations, ils ne sont pas avec leur mental, ils se droguent. Donc il y a la consommation et une procuration très facile, très légère des armes à feu. Ouais. Et au niveau de la société civile, c'est ce que j'ai dit dans mon intervention. Depuis 2014, nous avons fait des campagnes de sensibilisation. Et dernièrement, quand on a vu que ça commence à revenir, c'est vraiment décourageant et nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer à sensibiliser les populations sur le système de fonctionnement de la justice, comment ces questions sont traitées au niveau de la police, de la gendarmerie, de la justice et après, pour qu'il n'y ait pas vraiment comment on appelle, cette frustration de se voir narguer comme ça. Monsieur Traoré, quelles sont les mesures
préventives envisageables pour lutter vraiment contre la justice populaire au Mali? Très bien. Nous avons un système de prévention qui existe. Qui existe, il faut le dire. D'accord. Maintenant, le système de prévention qui existe, madame, il faut rappeler ça. Tunkara a rappelé, c'est ce que j'ai dit depuis au départ, qu'il y a des failles. Maintenant, Tunkara vient de rappeler un élément parmi tant d'autres pour le cas du commissariat. À Bamako, nous avons 17 commissariats qui sont là. C'est-à-dire le commissariat, c'est quand même une force de l'ordre, de proximité, qui a d'abord la mission de veiller et de faire des patrouilles pour ceux ou celles qui restent en dehors de la famille pendant des heures indues, comme Tunkara l'a rappelé, pour les empêcher vraiment de faire d'abord, de s'adonner à ce comportement et d'éviter la consommation de drogue et des débauches de ci par là. Vous avez 30 secondes pour parler des solutions. Très bien. Donc c'est pour vous dire ça, c'est un de ceux. La solution, c'est à 3 niveaux. J'ai 3 solutions. D'accord. Premièrement, c'est d'abord de renforcer et de doter les systèmes de prévention et de répression existants dans notre pays par l'État. Deuxièmement, c'est quand même d'enseigner, comme il a si bien dit, au niveau de la famille, au niveau de la société, c'est-à-dire les enfants, sur des valeurs qui fondent leur existence. Parce que chaque société a cette identité culturelle-là qui est très importante, qui est un facteur déterminant de la vie de toutes les sociétés. Merci, Troisième élément monsieur pour Traoré. terminer, d'accord, c'est l'école. Merci. D'accord, ça sera le dernier mot. Voilà, aujourd'hui nous avons parlé de la justice populaire au Mali. Nos invités, Abdourahmane Haïdara, président de Tribune des Jeunes pour le droit au Mali, TRIJED, Ali Tunkara, sociologue, écrivain, professeur à l'université de Bamako, et Maître Koto Traoré, avocat au barreau, c'est bien ça, du Mali. Voilà, la mise en œuvre de Seydou Daou, régie vidéo Momadi Keita, je suis Arkia Touré, à la coordination Mohamedou Touré. Merci de nous avoir suivis. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.